Bonjour à tous, donc on va continuer le chapitre 13 sur l'intégration sur un segment. On vient de voir la définition de fonction en escalier et la définition d'intégrale pour une fonction en escalier. Maintenant on va voir à partir de cette définition comment définir l'intégrale pour une fonction continue sur un segment. Donc grand 2, intégrale d'une fonction continue sur un segment, et petit 1, approximation d'une fonction continue par des fonctions en escalier. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les fonctions en escalier justement? Parce qu'on peut définir facilement ce qu'est leur intégrale, et en plus, à partir d'une fonction continue, je peux toujours, quelle que soit la valeur de epsilon aussi petit que je veux, positif aussi petit que je veux, je peux toujours approcher une fonction continue par en fait une fonction en escalier. Donc, théorème qui va être admis, soit théorème admis, soit f une fonction de AB dans R, une fonction donc supposée continue, et soit epsilon strictement positif, alors il existe une fonction en escalier que je vais appeler phi, de AB dans R, telle que eh bien, cette fonction en escalier, elle est à distance de f plus petite que epsilon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Ici, c'est une égalité entre... Ça c'est une fonction ici, donc ça veut dire qu'en fait cette inégalité-là doit être vraie en tout point petit x. Donc ça veut dire pour tout x compris entre a et b, on a toujours valeur absolue de f de x moins phi de x plus petit que epsilon. Alors justement, si on essaie de voir sur un dessin ce que ça donne, donc cette fois-ci, je trace le graphe d'une fonction f continue. Ça veut dire que f moins phi est compris entre... ça c'est f moins phi est compris entre epsilon et moins epsilon. Autrement dit, f est comprise entre... alors c'est plutôt phi que je devrais... donc ça de toute façon c'est la valeur absolue, donc c'est la même chose aussi que phi moins f, ou sinon je multiplie tout par moins 1 et ça va me donner ça. Et donc ça veut dire que phi doit être comprise entre f moins epsilon et f plus epsilon. Alors justement je vais tracer la courbe de f moins epsilon et la courbe de f plus epsilon. Donc je prends une valeur ici de epsilon strictement positif. La courbe de f plus epsilon, c'est la courbe de f translatée de epsilon vers le haut. Donc ça va me donner quelque chose à peu près comme ça. Là, donc ça, ici c'est la courbe de f plus epsilon. Et en dessous, je vais tracer la courbe de f moins... Alors oui, mon epsilon, il est un petit peu grand sur le dessin, mais c'est pour qu'on voit ce qui se passe. En pratique, c'est évident qu'on appliquera ça, en fait, le but c'est de pouvoir appliquer ça à un epsilon très petit. Oulala. Voilà, ça c'est la courbe de f moins epsilon. Et du coup, est-ce qu'il existe une fonction en escalier qui soit comprise entre ces deux bandes rouges? Ben oui, il y en a même plein. Par exemple, je peux choisir sur mon dessin,
je peux choisir. Par exemple, celle-ci. Alors, le but, c'est que... ça, c'est la courbe de phi. Alors, le but, c'est que phi soit très proche de f. Donc, en fait, le epsilon va être très petit. Quand epsilon est très petit, bien sûr, je dois prendre une subdivision avec beaucoup plus de points. Et à ce moment-là, justement, quand phi est suffisamment proche de f, l'idée, c'est que, du coup, ce qu'on va définir comme l'intégrale de f, et bien finalement ce sera quelque chose d'assez proche de l'intégrale de phi. Alors tout ça il faut le définir un peu plus rigoureusement. Déjà ici on voit que n'importe quelle fonction f continue, on peut l'approximer par une fonction phi en escalier. Ce théorème est admis et à partir de là, en fait, on va avoir besoin de considérer des fonctions en escalier qui sont plus petites que f et des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Donc là, ma courbe de phi, si je veux avoir une fonction en escalier qui est plus petite que f, du coup, la courbe de phi, il faut que je la descende de epsilon et que je considère la fonction phi moins epsilon. Ça, ce sera une fonction qui sera à distance de f plus petite que 2 epsilon. Alors, plus petite que 2 epsilon, ça ne me plaît pas trop. Donc, en fait, je vais appliquer ce théorème-là, mais avec epsilon sur 2, maintenant. F moins epsilon sur 2, f plus epsilon sur 2. J'ai une fonction phi que je translate du coup de epsilon sur 2. Ça me donne... alors, comment je peux l'appeler je vais utiliser peut-être les mêmes notations que le cours. Donc ça, je vais l'appeler phi 1. Donc, phi 1, c'est celle du théorème précédent. Et j'ai appliqué le théorème précédent avec epsilon sur 2. Du coup, j'ai une fonction en escalier phi 1 qui est comprise entre f moins epsilon sur 2 et f plus epsilon sur 2. Et voilà. Cette fonction phi 1, je la descends de epsilon sur 2. Du coup, ça me donne une nouvelle fonction en escalier que je vais appeler phi, qui, celle-ci, elle est plus petite que f. Et si phi 1, je la translate de epsilon sur 2, mais vers le haut, cette fois-ci, ça me donne une nouvelle fonction en escalier qui, elle, est plus grande que f. Et la différence entre ces deux fonctions en escalier, du coup, elle est exactement de epsilon, en fait. Et donc, proposition suivante, donc qui est un corollaire du théorème précédent, corollaire dont finalement je viens de faire la preuve ici à l'oral. Si j'ai une fonction f continue, quelle que soit la valeur de epsilon positif, il existe deux fonctions en escalier, phi et psi, telles que f soit plus grande que phi et plus petite que psi, et la différence entre ces deux fonctions en escalier est plus petite que epsilon. Donc, corollaire du théorème. Soit f, une fonction de AB dans R, une fonction continue, soit donc epsilon strictement positif, alors il existe deux fonctions en escalier que j'appelle phi et psi,
tel que... Alors, petit 1, f du coup est plus grande que phi est plus petite que psi. Et petit 2, la différence entre ces deux fonctions en escalier est plus petite que epsilon. Alors ici, comme psi est plus grand que phi, en fait la valeur absolue de psi moins phi, c'est aussi la même chose que ça, parce que psi moins phi est positif. Voilà, et donc, preuve de ce corollaire-là, c'est le petit dessin que je viens de faire. Donc, preuve du corollaire. On applique le théorème avec epsilon sur 2 à la place de epsilon. Vu que le théorème il était vrai pour n'importe quelle valeur, donc ça c'est un petit peu mal dit, hein. Le théorème c'est juste l'idée, on va dire. Le théorème précédent il était vrai pour n'importe quelle valeur de epsilon. Et dans mon énoncé, dans mon corollaire, j'ai fixé un epsilon. Je prends celui-là divisé par 2 et j'applique la propriété du théorème qui était vraie pour n'importe quelle valeur strictement positive de epsilon. Donc on applique le théorème avec epsilon sur 2 à la place de epsilon. Ce qui donne l'existence d'une fonction en escalier que j'appelle phi 1 tel que f moins phi 1 plus petit que, du coup, voilà, epsilon sur 2. Alors, les fonctions phi, donc phi on a dit c'est celle qui est plus petite que f, donc là j'ai pris phi 1 moins epsilon sur 2, et psi c'est phi 1 plus epsilon sur 2. Alors ces deux fonctions là conviennent. Et maintenant qu'on a vu que n'importe quelle fonction continue, on pouvait l'approximer par des fonctions en escalier, on va utiliser ça pour définir ce qu'est l'intégrale d'une fonction continue. Donc maintenant, petit 2, définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Alors, avant d'énoncer la définition, justement, qui va être en fait un théorème, définition, je vais faire un dessin.
Voilà. Donc, là, j'ai dessiné une fonction en escalier, ici, qui est plus petite que f. Et je vais dessiner une autre fonction en escalier, la même, en fait, c'est celle, c'est plus ou moins celle du théorème précédent. Enfin, ça pourrait être celle du théorème précédent, sur mon dessin, pas exactement. Voilà, et au-dessus, c'est une fonction en escalier psi qui est plus grande que f. Alors, la définition pour l'intégrale de f, c'est une définition très jolie. On va regarder toutes les fonctions en escalier phi qui sont plus petites que f. Je vais commencer avec celles qui sont plus petites que f. Donc, on va donner un nom, je l'écrirai dans l'énoncé du théorème tout à l'heure. On va donner un nom à cet ensemble, on va l'appeler E moins de f. Ça va être toutes les fonctions en escalier phi qui sont plus petites que f. Et on va donner un nom à tout l'ensemble de toutes les fonctions en escalier psi qui sont plus grandes que f. Ça va être E plus de f. Alors ces deux ensembles, ils sont non vides. Par exemple, si sur mon dessin j'ai tracé une fonction en escalier qui est plus petite que f, je peux même prendre sur mon dessin par exemple celle-ci. Je tac juste la fonction en escalier constante égale au minimum de f sur AB. Et cet ensemble-là est non vide, et pareil, je prends la même chose mais avec le maximum de f sur AB. Donc cet ensemble-là est non vide. Donc c'est deux ensembles non vides. Et je vais regarder l'ensemble des intégrales de phi pour phi là-dedans. Est-ce que je donne un... Non, pardon. Oui, si, c'est ça, il s'appelle bien comme ça. Et par contre, j'ai pas donné de nom à l'ensemble des intégrales, des fonctions... non, elles n'ont pas de nom, tant pis. Je considère l'ensemble des intégrales de phi pour phi, fonction en escalier plus petite que f. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut définir l'intégrale de f à partir de ces ensembles? L'intégrale, on a envie que ce soit l'air sous la courbe, là. Mais si je considère justement cet ensemble-là, à votre avis, par rapport à cet ensemble, quelle notion on peut utiliser, quel mot je peux rajouter devant cet ensemble pour qu'on obtienne quelque chose qui signifie l'air sous la courbe pour f. Là, je suis en train de regarder toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites que f et je regarde leurs intégrales. Donc, sur mon dessin, c'est l'intégrale, c'est l'air qui se trouve ici. Plus phi est proche, entre guillemets, de f, plus l'air qui est là, plus la quantité qui est là, va se rapprocher de l'air sous la courbe. Alors si je les considère toutes, vu qu'elles sont plus petites que f, il suffit de prendre quelque part, pas tout à fait la plus grande de ces aires, mais en fait la borne supérieure de cet ensemble. On va voir que justement cet ensemble admet une borne supérieure, c'est un ensemble sous-ensemble de R majoré non vide, il admet une borne supérieure. Et cette borne supérieure, on va l'appeler l'intégrale f. Et en fait, cette borne supérieure, elle sera aussi égale. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de E plus de f ici, l'ensemble des fonctions psi qui sont plus grandes que f? Cette fois-ci, si je regarde
Pareil, de la même façon, si je regarde l'ensemble des intégrales de psi, où psi est une fonction en escalier plus grande que f, donc c'est l'ensemble des aires sous la courbe en vert. Si j'assurais en vert, je ne vais pas le faire, mon dessin serait illisible. Eh bien, si je regarde l'ensemble de toutes ces intégrales-là, si je prends la borne inférieure, on va avoir quelque chose qui précisément va être égal à la borne supérieure de cet ensemble. Et c'est cette valeur commune qu'on appellera l'intégrale de f. Voilà, bah, c'est l'idée, il ne reste plus qu'à le rédiger. Alors le théorème, justement, c'est de prouver que la borne inférieure de cet ensemble et la borne supérieure de celui-là existent et qu'elles sont égales. Et donc la définition, dans ce cas-là, ça, ce sera ce qu'on appelle l'intégrale de f. Donc, théorème définition. Soit f, toujours une fonction de AB dans R, supposée continue. On pose. Donc on a dit E moins de f, c'est l'ensemble des fonctions phi en escalier qui sont plus petites que f. On peut peut-être faire une phrase en dessous. Ensemble des fonctions en escalier plus petites que f. Et on pose E plus de f, la même chose, mais celles qui sont plus grandes. Donc l'ensemble des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Point. Alors, on a dit la borne supérieure de l'ensemble. Attention, c'est pas la borne supérieure de E moins 2f, hein, c'est la borne supérieure de l'ensemble des intégrales de phi. Pour phi dans E moins 2f. Donc, alors, je vais l'appeler, du coup, je vais l'appeler I moins de f égale, donc on a dit la borne supérieure de l'ensemble des intégrales de phi pour phi dans E moins de f. Alors, cette borne supérieure est I plus de f, ce sera la borne inférieure de l'ensemble des intégrales de psi pour psi dans E plus de f. Alors, ces deux bornes existent et sont égales. On appelle, donc ça c'est pour le théorème, donc ça, le fait qu'elles existent et le fait que ces deux quantités soient égales, il va falloir le prouver. Et on appelle intégrale
de f sur AB. Là, c'est la définition. Notez du coup l'intégrale sur AB de f, comme pour les fonctions en escalier en fait. La valeur, du coup, la valeur intégrale sur AB de f égale cette quantité commune, i moins de f égale i plus de f. Voilà. Autrement dit, la définition d'intégrale pour une fonction en continu, ça peut être vu de deux façons. C'est soit la borne supérieure des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus petites que f, et c'est également la borne inférieure des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Et évidemment, du coup, l'interprétation graphique de cette notion d'intégrale, c'est, comme on l'a dit, l'aire algébrique sous la courbe de f. Alors, preuve de ce théorème. Pourquoi déjà est-ce que ce qu'on a appelé i moins de f et i plus de f, pourquoi est-ce qu'elles existent? Donc premier point, les quantités, donc i plus de f, j'ai commencé par i moins de f et i plus de f, existent. Deux points. Pourquoi? Là notamment, on va utiliser le fait que la fonction elle est continue. Si vous vous souvenez, je vous ai dit à l'oral rapidement tout à l'heure, pourquoi est-ce que si je regarde l'ensemble de toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites que f, pourquoi est-ce qu'il en existe forcément des fonctions en escalier plus petites que f? Je vous ai dit, on prend par exemple, sur mon dessin ce serait celle-ci, la fonction en escalier constante égale au minimum de f sur AB. Et là, on utilise quoi? Le fait qu'une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Donc il y a bien un minimum, petit m, voilà, existe. La fonction f est continue sur le segment AB, donc admet un minimum que j'appelle petit m, et un maximum que je vais appeler grand M. Du coup, l'ensemble, je vais commencer avec celui-ci. L'ensemble des intégrales de phi pour phi, une fonction en escalier plus petite que f, est un ensemble
est une partie non vide de R. Pourquoi non vide? Parce qu'elle contient, donc on a dit, par exemple, la fonction en escalier constante égale à petit m. Et donc du coup, l'intégrale de petit m sur AB, c'est quoi l'intégrale d'une constante? Si je refais mon dessin, on a par exemple quelque chose comme ça. Ici j'ai A, B, là j'ai le minimum de f sur AB, c'est petit m. Et du coup, l'intégrale de la fonction en escalier constante égale à petit m, c'est petit m fois la distance b-a, car contient petit m fois b-a. Donc c'est une partie non vide de R. Et pourquoi est-ce que cette partie serait majorée? Par quoi? Vu que toutes les fonctions phi qui sont là, elles sont toutes plus petites que f. Attention, je ne peux pas dire que leur intégrale est plus petite que l'intégrale de f, parce que justement, je ne sais pas ce que c'est que l'intégrale de f. Je suis en train d'essayer de définir ce qu'est l'intégrale de f, donc ça ne marche pas. Par contre, toutes les fonctions phi qui sont là, comme elles sont plus petites que f, elles sont en particulier plus petites que la fonction en escalier constante égale à grand M. Donc toutes les fonctions phi qui sont là, elles sont toutes plus petites que grand M. Et donc leur intégrale, par croissance de l'intégrale pour des fonctions en escalier, leur intégrale est plus petite que l'intégrale de la constante égale à grand M. Donc majorée par grand M fois B-A. Voilà. Et de même, donc du coup ça dit l'ensemble est une partie non vide et majorée. Donc il admet une borne supérieure. Et de même, donc il admet une borne supérieure, donc c'est-à-dire donc I- de f existe. Et de même, on prouve l'existence de I plus de f en une partie non vide, elle contient cette fois-ci grand M fois B-A, et minorée par petit m fois B-A. Donc de même, I plus de f existe. Maintenant, il faut montrer que ces deux quantités sont égales. Alors, pour montrer qu'elles sont égales, on va montrer deux choses. On va montrer d'un côté que ça, c'est plus petit que ça, et de l'autre côté que cette quantité-là est plus petite que celle-là. Donc, déjà, montrons que, on va faire le côté super facile, montrons que I- de f est forcément plus petit que I plus de f. Ça, par définition, on a dit, c'est la borne supérieure de l'ensemble des fonctions en escalier, la borne supérieure des intégrales des fonctions en escalier, ou qui sont plus petites que f. Et ça, on a dit, c'est la borne inférieure des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Du coup, ici, si je regarde toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites que f, un élément là-dedans, c'est forcément plus petit qu'un élément de cet ensemble. J'ai forcément ça, quel que soit phi dans E- et psi dans E+. Et du coup, si j'ai ça, ce sont deux fonctions en escalier. Donc on a vu que pour des fonctions en escalier, on a le droit d'utiliser la croissance de l'intégrale. Donc si phi est plus petit que psi, l'intégrale de phi est plus petit que l'intégrale de psi. Et du coup,
tous les éléments de cet ensemble, tout ce qui est là-dedans, ce sera plus petit que tous les éléments qui sont là-dedans. Du coup, la borne supérieure, la borne supérieure de cet ensemble sera plus petite que la borne inférieure de cet ensemble. Alors, ici, j'utilise une propriété. Si j'ai pour tout x appartenant à grand X et pour tout y appartenant à grand Y, ici le grand X c'est cet ensemble-là et le grand Y c'est cet ensemble-là. Si j'ai X qui est plus petit que Y, alors la borne supérieure, si j'ai tout ça, alors la borne supérieure de grand X est plus petite que la borne inférieure de grand Y. Peut-être que je peux prouver ça d'abord, juste voir pourquoi c'est vrai. C'est un petit résultat sur les bornes inférieures, bornes supérieures, qui est assez naturel en fait, et qui se prouve juste en revenant à la définition de borne inférieure, borne supérieure. Et une fois que j'aurai prouvé ça, du coup je pourrais en déduire ce résultat-là facilement. Ça, a priori, il n'y a même pas besoin de le prouver, hein, c'est assez naturel, mais juste ça va nous refaire manipuler un petit peu. Borne inf, borne sup, donc lemme, soit grand X, donc grand X ici ça va jouer le rôle en fait de cet ensemble là, un ensemble non vide majoré, un ensemble non vide de R, un ensemble non vide majoré dans R, et grand Y, un ensemble non vide minoré de R, on suppose que, alors si l'ensemble X est plus petit que l'ensemble Y, mais sauf que qu'est-ce que ça veut dire que grand X est plus petit que grand Y pour des ensembles? Là ici ça veut dire que tous les éléments de X sont plus petits que tous les éléments de Y. Donc je suppose que tous les éléments de X sont plus petits que tous les éléments de Y. Donc quel que soit petit x appartenant à grand X, quel que soit petit y appartenant à grand Y, je ne sais pas si on distingue bien, ça c'est un grand Y, et là c'est un petit y, petit x est plus petit que petit y. Si j'ai ça, alors la borne supérieure de grand X est plus petite que la borne inférieure de Y. Preuve de grand Y, ça c'est un grand Y. Voilà. Preuve du lemme. Alors, pour montrer ça, on a, alors on va dire, on va fixer soit Y, un élément de Y fixé. Alors, on a du coup, pour tout petit x dans grand X, tous les petits x, ils sont plus petits que ce y là. Qu'est-ce que ça veut dire pour petit y? Lui, cet élément-là, il est plus grand que tous les éléments de grand X. Donc c'est un majorant de l'ensemble grand X. Donc, Y est un majorant de
l'ensemble, ne confondez pas ici hein, les petits x et les grands x, sinon ça n'aurait plus aucun sens, est un majorant de l'ensemble grand X. Par définition, la borne supérieure de grand X, par définition de la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Donc si là j'ai un majorant de l'ensemble grand X, la borne supérieure, c'est un majorant plus petit. Du coup, la borne supérieure de X, elle est plus petite que le Y. Or, la borne supérieure de X est le plus petit des majorants de grand X, donc elle est plus petite que Y. Voilà, on a fait la moitié du travail. Maintenant, le Y qui était là, qui était fixé, maintenant on le refait varier. Et donc on vient de prouver en fait que quelle que soit la valeur de Y, quel que soit le petit y dans grand Y, on a sub de x qui est plus petit que cet y là. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire pour la borne sup de grand X? Ça veut dire que ce nombre-là est plus petit que tous les éléments de grand Y. S'il est plus petit que tous les éléments de grand Y, c'est un minorant de l'ensemble grand Y. Donc, sup de grand X est un minorant de l'ensemble grand Y. Alors, pardon, on voit pas minorant. Voilà. Est un minorant de l'ensemble grand Y. Et notre but, c'est de montrer qu'il est plus petit que la borne inférieure. Mais par définition, la borne inférieure de grand Y, c'est le plus grand des minorants. Or, borne inférieure de Y est par définition le plus grand des minorants de grand Y. Donc, elle est plus grande du coup que ce minorant-là. Voilà, donc on a prouvé, on vient de prouver le lemme. Fin de la preuve du lemme. Retour à la preuve du théorème, et notamment retour à la preuve du fait que I- de f est plus petit que I plus de f. Donc maintenant, c'est terminé. On a, quel que soit phi dans E- de f et quel que soit psi dans E plus de f, phi est plus petit que psi. Donc par croissance de l'intégrale d'une fonction, donc ça c'est croissance de l'intégrale pour des fonctions en escalier. Croissance de l'intégrale pour des fonctions en escalier, étant donné que ici, ça c'est deux fonctions en escalier. Et donc, ça c'était la borne supérieure, donc en posant donc on a dit
grand X égale l'ensemble des intégrales de phi où phi est dans E- de f, et grand Y égale l'ensemble des intégrales de psi, où psi est dans E plus de f. Donc en posant ça et ça, on a donc quel que soit x appartenant à grand X, quel que soit y appartenant à grand Y, donc un petit x c'est un élément de la forme ce truc là, donc ça c'est un petit x plus petit que y, d'où d'après le lemme, la borne supérieure de x est plus petite que la borne inférieure de grand Y, et ça par définition c'est i moins de f, et ça c'est i plus de f. Voilà, donc ça c'était la partie évidente, le fait que i moins de f est plus petite que i plus de f. En fait c'est parce que c'était un petit peu long, parce que j'ai cherché à reprouver le lemme, qui était un résultat qu'on aurait pu admettre, déjà peut-être que vous l'avez déjà vu, sur les bornes supérieures, bornes inférieures. Si on oublie la preuve du lemme, on a directement le fait que i moins de f est plus petit que i plus de f. Et maintenant, il nous reste la dernière partie. Il faut montrer l'inégalité dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on veut montrer que i moins de f est aussi plus grand que i plus de f. Alors en fait, pour montrer ça, on va montrer que i plus de f moins i moins de f est plus petit que... On va montrer que, quelle que soit la valeur de epsilon que je prends aussi petite que je veux, ça c'est plus petit que epsilon prime. Et du coup, en passant à la limite, quand epsilon prime tend vers 0, on aura que i plus de f moins i moins de f est négatif. Et là, vous voyez venir l'idée, hein. On va utiliser, c'est dans cette partie-là qu'on va utiliser l'approximation d'une fonction continue par des fonctions en escalier. Là pour l'instant, le théorème, enfin plutôt le corollaire dans le paragraphe petit 1, là, on ne l'a pas encore utilisé, mais on va l'utiliser maintenant. Donc ici, on va en fait montrer que... Alors je l'appelle epsilon prime, on verra pourquoi après. Quelle que soit la valeur de epsilon prime positif, on a i plus de f moins i moins, ça c'est le moins qui est là, il est en indice, moins i moins de f est plus petit que epsilon prime. Alors en passant à la limite, quand epsilon prime tend vers 0, on aura alors, en passant à la limite quand epsilon prime tend vers 0, on aura i plus de f moins i moins de f négatif. Donc on aura bien le résultat. Alors, du coup, pour montrer ça, je vais fixer soit epsilon strictement positif, alors on verra pourquoi, c'est pas tout à fait le même, celui-là et celui-là. Soit epsilon strictement positif, et là je vais appliquer le corollaire du premier théorème de tout début de la vidéo. Alors,
l'approximation de ma fonction f par des fonctions en escalier. Donc il existe deux fonctions en escalier, phi et psi, de phi et psi. Alors le fait que, en fait, on avait cette condition-là, ce qui était petit 1, le fait qu'on a ça, ça veut dire que la fonction phi, elle appartient à e moins de f, et psi qui appartient à e plus de f. Donc vous vous souvenez, on avait ces deux conditions, et psi moins phi plus petit que epsilon. C'était même des valeurs absolues, mais de toute façon, cette quantité là est positive, c'est la même chose. Donc il existe deux fonctions en escalier, telles que, et je vais écrire cette condition-là, voilà. Et donc là, on a donc, je vais passer à l'intégrale. Ici, l'intégrale par croissance de l'intégrale de tout ça, c'est plus petit que l'intégrale de epsilon. Alors l'intégrale d'une constante sur AB, c'est epsilon fois la largeur de l'intervalle. Donc en fait, ici, on va avoir du epsilon fois b moins a, qui va en fait correspondre à epsilon prime. Et ici, on va avoir l'intégrale de psi sur AB moins l'intégrale de phi sur AB. Donc ça, c'est égal à l'intégrale de phi moins psi sur AB. Ça, c'était par linéarité de l'intégrale pour... j'ai pas trop la place de l'écrire, mais vous pouvez l'écrire sur votre cahier. Donc l'égalité qui est là, c'est par linéarité de l'intégrale pour des fonctions en escalier. Et ça, c'est plus petit que l'intégrale de epsilon sur AB. Cette inégalité-là, c'est par croissance de l'intégrale pour des fonctions en escalier. Et donc ça, on a dit, c'est epsilon fois b moins a. Et là, bah, c'est terminé. Pourquoi I moins de f, c'était la borne supérieure. Je vais commencer par l'autre. Ce sera plus simple. I plus de f, c'est la borne inférieure de l'ensemble des intégrales de psi. Donc si c'est la borne inférieure, c'est en particulier un minorant. C'est le plus grand des minorants, mais c'est surtout un minorant. Donc I plus de f, il est plus petit que cette quantité-là, quelle que soit la valeur de psi. Donc I plus de f, il est plus petit que ça. Et de la même façon, I moins de f, ben en fait, il est plus grand que ça. Donc comme j'ai le signe moins devant, ça renverse le sens de l'inégalité. Donc moins I moins de f, c'est plus petit que moins l'intégrale de phi. Donc tout ça, ben, c'est plus grand que ça. Et donc I plus de f moins I moins de f est plus petit que epsilon fois b moins a, quelle que soit la valeur de epsilon positif. Et quand je fais tendre epsilon vers 0, ben, ça tend vers 0. Du coup, on a l'inégalité qui se trouve là. Voilà, donc on va conclure. On a donc ceci. Or, I plus de f est plus petit que l'intégrale de psi sur AB. Ça, on a dit, c'est une borne inférieure, donc c'est en particulier un minorant. Voilà. Et I moins de f, c'est une borne supérieure ici, donc c'est plus grand que l'intégrale de phi sur AB. Donc, I plus de f moins I moins de f, c'est plus petit que l'intégrale de psi sur AB moins l'intégrale de phi
sur AB qui est plus petit que epsilon fois B moins A lorsque epsilon tend vers 0, on en déduit du coup I plus de F moins I moins de F négatif, donc plus petit que I moins de F. Et on avait montré l'autre inégalité, donc d'où l'égalité. Voilà, donc on vient de prouver le théorème, ce qui nous permet de définir ce qui est l'intégrale pour une fonction continue, de définir proprement ce qu'est l'intégrale pour une fonction continue. Et il ne nous reste plus qu'à voir les propriétés donc, de cette intégrale. Donc on va voir dans la suite que on a les mêmes propriétés pour l'intégrale d'une fonction continue que les propriétés qu'on avait déjà vues pour l'intégrale d'une fonction en escalier. À savoir, dans la suite, on va voir la propriété de linéarité, notamment la propriété de croissance pour l'intégrale d'une fonction continue.